Ligne noire. Chapitre 6. Le piège du Belvédère partie 1. Montréal avait deux visages, et le Mont-Royal les regardait tous les deux. En bas, la ville brillait, nerveuse et vivante, pleine de lumière, de fenêtres et de mouvements. Les voitures traçaient des lignes rouges et blanches sur les boulevards, les enseignes éclairaient les trottoirs, les gens rentraient chez eux, sortaient, riaient, se dépêchaient et se perdaient. La ville paraissait invincible. Au-dessus, la montagne imposait un calme ancien, une beauté simple, des arbres, du vent, de la neige tassée sur les sentiers, un silence qui n'appartenait à personne. Yvon Tremblay monta sans précipitation, car il n'aimait pas arriver essoufflé, il n'aimait pas arriver faible, il préférait être vu exactement comme il voulait être vu. Poutine avançait parfois devant lui, puis revenait à sa hauteur. Le berger hollandais reniflait la neige, les troncs et les bancs, cherchant une trace humaine récente, celle qui ne devrait pas exister à cette heure et dans ce froid. Le belvédère Kondiaronk apparut au loin, ouvert sur Montréal, magnifique, presque trop parfait. Le jour, c'est un endroit pour les touristes et les amoureux, mais la nuit, il change, il devient une scène. Yvon avait réfléchi tout le trajet. Il savait que la police voudrait envahir le secteur, encercler, fouiller et poser des questions, et il savait aussi que le tueur s'en nourrirait, parce que le bruit sert souvent à cacher un rythme. Il devait faire autrement. Il appela un seul contact, un ancien policier devenu administratif, assez haut pour envoyer 2 agents en patrouille discrète sans déclencher d'opération officielle. Yvon ne raconta pas toute l'histoire, il ne parla ni des carrés ni des péchés ni des commandements, il demanda seulement 2 paires d'yeux à distance, sans gyrophare, sans ruban jaune, un piège invisible, propre. Vers 23h45, Yvon atteignit un sentier secondaire. La neige craquait sous ses pas, le vent coupait la peau, la ville au loin vibrait comme un organisme lumineux. Poutine s'arrêta près d'un banc, renifla, puis leva la tête, quelque chose était passé par là, pas des heures avant, mais récemment. En approchant du belvédère, Yvon sentit une présence étrange, pas une présence physique, plutôt une intention, comme si l'endroit avait été préparé, nettoyé, simplifié. Le belvédère était presque vide. Un couple passa vite, prit une photo et repartit, une silhouette solitaire s'assit quelques secondes, puis se leva comme si elle n'avait jamais voulu rester. À 23h57, il ne restait presque plus personne, seulement Yvon, Poutine, le vent et la vue. Yvon s'arrêta au centre. Il n'avait aucune arme visible, non par naïveté, mais par stratégie, parce qu'une arme appelle la violence, et il ne voulait pas offrir au tueur une excuse pour transformer la scène en chaos. Il observa la neige tassée, les traces de pas, les bords de la rambarde, les coins où quelqu'un peut se cacher une seconde. Poutine avançait lentement et silencieusement, comme s'il comprenait que le moindre bruit peut devenir une phrase de trop. À 23h58, le téléphone de Yvon vibra. Appel masqué. Yvon le laissa vibrer. Il voulait forcer le tueur à attendre, prouver une fois que le rythme n'appartient pas toujours au narrateur. Le téléphone vibra une 2e fois, puis une 3e. Yvon répondit enfin. La voix revint, la même, calme, trop calme. Elle dit qu'il était ponctuel. Yvon ne répondit pas. La voix ajouta qu'il avait fait exactement ce qu'elle savait qu'il ferait, monter, prévoir, placer des yeux discrets et croire que la discrétion était une surprise.